Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Dr Ali Assilek, chef de service santé et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Dr Ali Assilek, vous êtes chef de service santé et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Comment se présente le service, votre service? Le service de santé et de la sécurité sociale de l'hémicycle est une structure de premier niveau selon l'article 58 du règlement administratif de l'Assemblée nationale. Il est dirigé par un chef de service qui est moi-même et puis avec un adjoint. Nous avons une population estimée à plus de 1000 personnes qui est composée de députés et du personnel parlementaire. Alors, sur le plan structurel, nous avons quand même deux pièces. Donc, une salle qui sert de consultation et de tri, et une autre salle qui peut servir, par exemple, pour les premiers soins et pour l'observation en cas, par exemple, d'une nécessité. Ensuite, nous avons quelques matériels médico-techniques qui nous permettent au moins de faire le diagnostic, n'est-ce pas, de la problématique présentée. Et si le malade nécessite par exemple une prise en charge dans un plateau spécial, nous l'envoyons vers l'hôpital conventionné. Oui, mais maintenant comment fonctionnent ces services? Le service de la santé de l'Assemblée nationale a fait bénéficier d'une prise en charge partielle les députés et le personnel parlementaire ainsi que leurs familles, des frais d'analyse et des soins médicaux dont le taux est fixé par une décision du président de l'Assemblée nationale. Tandis que les frais d'hospitalisation et d'évacuation sont à la charge complète de l'Assemblée nationale. Dans cette même lancée, les premiers soins aux parlementaires et au personnel sont faits au niveau de l'institution ici. Nous posons aussi le diagnostic des malades avant de les orienter vers le plateau spécial concerné. Nous établissons et assurons la suivi, n'est-ce pas, médical et individuel des députés et du personnel. En plus de cela, nous disposons, n'est-ce pas, d'une infirmerie avec une petite pharmacie qui a au moins les médicaments essentiels qui, en cas de quelque chose, on peut facilement intervenir. Quand vous parlez de médicaments essentiels, c'est quel genre de médicaments? Les médicaments essentiels, c'est des médicaments génériques. Par exemple, les genres, quand vous avez une céphalée, c'est-à-dire maux de tête, on peut vous donner quelque chose pour vous soulager rapidement au lieu de vous envoyer vers une unité de soins. Si vous êtes blessé quelque part, on peut facilement faire les premiers soins et puis vous donner un peu d'antibiotiques pour ne pas qu'on vous gêne pour aller. C'est des choses qu'on peut faire à notre niveau. On n'a pas besoin quand même de faire déplacer, par exemple, le malade vers une structure pour sa prise en charge. En plus, nous enregistrons aussi les demandes d'évacuation sanitaire et si par exemple il y a des remboursements de frais médicaux aussi, nous traitons cela. Nous assurons aussi le suivi des rapports vers les services des risques sociaux et nous préparons les évacuations sanitaires avec les services spécialisés en dehors, par exemple, des plateaux techniques du pays. Donc, en bref, voilà un peu alors, les activités que fait le service de santé de l'Assemblée nationale. Oui, docteur Ali Assilek, tout de suite dans la présentation, vous avez dit que le service accueille au moins plus de 1000 populations, n'est-ce pas? Oui, une population de plus de 1000 personnes. Constituée des députés et du personnel. Voilà. À supposer que quelqu'un qui n'est pas, par exemple, de l'Assemblée nationale, par exemple, nous journalistes qui venons ici pour les reportages, à supposer qu'un malaise nous arrive, est-ce que le service peut aussi nous prendre en charge? À ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de problème, comme c'est une unité de premiers soins. Il n'y a pas une contrainte qui peut empêcher quelqu'un, quand il a une malaise quelque part, de faire référence à cette unité de soins pour sa prise en charge. Il peut recevoir facilement à notre niveau les premiers soins et si le cas l'exige, on peut même l'amener au niveau des urgences de la Renaissance avec lesquelles nous avons une convention. Et il serait aussi
prise en charge comme le personnel de l'Assemblée nationale, tout comme les députés? La Convention nous dit qu'effectivement, pour l'instant, la prise en charge, c'est le député et le personnel. Mais pour les cas spécifiques, si un cas se présente, donc nous ne pouvons pas quand même ne pas assister une personne en danger. Vous l'avez déjà fait? Plusieurs fois. Comment c'était? Il nous est arrivé que dans la construction des grilles, au niveau des grilles de la clôture du mur de l'Assemblée, il y a quelqu'un qui s'est fait électrocuter. Et là, nous avons déjà essayé de le réanimer à notre niveau pendant un temps. Et nous l'avons accompagné au niveau des urgences de l'hôpital de la Renaissance pour sa prise en charge. Vous avez comme une structure conventionnelle l'hôpital de la Renaissance. Supposez que par exemple un député qui a 2-3 femmes, est-ce que c'est seulement la famille nucléaire qui est prise en charge ou bien c'est toute la famille? Pour l'instant, alors compte tenu du marasme économique, alors la manière de prise en charge c'est dans un plateau technique un peu élargi et un peu réduit au personnel et aux députés. Mais les textes sont bien clairs là-dessus. En principe, c'est la famille nucléaire qui devait être prise en charge et en principe les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc ils sont couverts par la sécurité sociale. Mais pour l'instant, par rapport à ces marasmes économiques, l'institution s'est résumée à prendre seulement les députés et le personnel parlementaire. Donc, et puis dans le même sillage, compte tenu un peu des besoins, n'est-ce pas, en matière de santé, alors le bureau de l'Assemblée a déjà essayé de penser pour qu'il faut qu'il y ait au moins une prise en charge globale pour qu'effectivement le personnel et les députés puissent travailler dans une sécurité sociale comme on le souhaite. Et là, ils ont initié déjà une mutuelle santé et qu'effectivement les responsables sont déjà nommés et les gens sont en train de travailler pour l'instant sur le protocole et la gamme de la prise en charge pour qu'une fois que cela est mis en plateau, ça aiderait la prise en charge globale des députés et du personnel. Docteur Ali Assilek, tout de suite, vous avez eu à signer une convention avec une structure, l'hôpital La Renaissance, qui est ici un hôpital de référence ici au Tchad. Mais pourquoi certains personnels, certains députés aiment tant être évacués à l'extérieur? Bon, dans un premier temps, selon notre convention avec l'hôpital, nous devons en principe bénéficier de l'ensemble des plateaux techniques qui regorgent cette institution, qui est vraiment de référence, même sous-régionale, je vais dire. Alors, et si par exemple le cas qui se présente au niveau de la Renaissance, le plateau, quand je prends par exemple le cas d'un cancer de sein où il faut envoyer des rayons, comprenez? À ce niveau, nous n'avons pas ce genre de plateau pour une prise en charge. Avec le plateau technique de l'hôpital de la Renaissance, nous conviendrons ensemble et qu'effectivement l'hôpital de la Renaissance va essayer par exemple de contacter un plateau en dehors du Tchad, qu'il soit la France ou bien le Soudan, etc. Et une fois qu'ils ont convenu, on nous envoie par exemple la facture de cette prise en charge et que l'institution s'attellera à aider par exemple le député ou le personnel pour une meilleure prise en charge en dehors du Tchad. On a vu des fractures qui ont été évacuées? Effectivement, mais parfois aussi certaines fractures qui sont très compliquées et qui nécessitent par exemple une greffe, par exemple des œufs. Nous n'avons pas de banque des os au niveau de nos institutions sur place. Donc ça s'impose qu'il faut vraiment faire ça ailleurs et que c'est nécessaire qu'on peut vraiment, parce que la santé n'a pas de prix. Oui, mais quels sont vos rapports avec les autres institutions sanitaires de la place, la Renaissance par exemple? En dehors de la Renaissance, nous n'avons pas d'autres conventions signées ici avec les institutions de la place. Mais comme nous n'avons pas rendez-vous avec la maladie, il suppose que si quelqu'un, par exemple, en passant la nuit chez lui, il s'élève avec une AVC ou bien il s'élève avec un problème de santé très compliqué et qu'il ne peut pas atteindre, par exemple, la Renaissance, il peut à tout moment, n'est-ce pas, mettre la main sur une structure la plus proche. Mais entre-temps, il paye de sa poche. Quand toutes les factures qu'il paye de sa poche, une fois qu'il est rétabli, il peut vraiment alors amener ces factures-là au niveau de l'institution et nous procéderons à un remboursement de tous les frais médicaux qu'il a pu engager pour sa prise en charge. Certains députés se plaignent quelquefois du non-remboursement des frais médicaux. Où se situe exactement le problème?
Bon, le problème est que ce n'est pas un problème des moyens qui pose problème, c'est qu'effectivement, alors lorsque vous êtes pris en charge par une structure non conventionnée par l'institution, que vous apportez seulement des factures pour dire que j'ai payé les médicaments pour tel, c'est difficile qu'on peut vous croire comme ça pour vous rembourser de l'argent. Nous exigeons qu'effectivement l'institution qui vous a pris en charge nous donne les factures afférentes et par exemple les ordonnances qui ont vraiment alors donné cette possibilité à une pharmacie de vous donner aussi une facture, on joint les deux. Mais quand ce n'est pas joint, que vous écrivez seulement pour solliciter, parce que vous n'avez pas alors sollicité les factures avant, et sur votre agrément, on ne peut pas vous payer. C'est pourquoi on a parfois certaines difficultés de forme et de fond qui amènent qu'effectivement, parfois, il y a des complications qu'on ne peut pas rembourser au pif, quoi. Donc, c'est ça qui fait que parfois, on a des petites complications. Mais sinon, si quelqu'un alors apporte ses factures et accompagné, par exemple, de ses ordonnances dûment signées de son praticien, l'institution ne posera jamais aucun problème pour son remboursement. Les députés sont traités au même pied d'égalité, le personnel? Nous n'avons pas devant nous un député ni un personnel. Nous avons devant nous une personne avec un problème de santé sur lequel nous comptons à chercher à satisfaire les besoins pour lesquels il est venu vers nous. Mais il se plaint quelquefois? De quoi? Quelquefois, certains députés disent que bon, tout se fait par affinité. Les remboursements de frais de médicaux, par exemple, tout se fait par affinité. Bon, ça n'engage que ce qu'ils disent. Nous, ce que nous avons devant nous, nous avons par exemple, quand les dossiers arrivent, nous traitons le fond et la forme par rapport à cette prise en charge. Supposez que vous partez chez un praticien, il vous consulte, il vous donne une ordonnance. Les médicaments, vous savez que ce sont des drogues. Lorsqu'on vous prescrit un médicament, ça veut dire que ces médicaments-là, une demi-vie plasmatique, quand vous utilisez, on sait que ça réduit telle chose sur votre organisme et pour combien de temps pour être éliminé et par quel endroit il peut être éliminé. Quels sont ses effets secondaires? Nous connaissons cela. Ce n'est pas la même journée qu'on peut vous prescrire 2, 3 ordonnances, les mêmes ordonnances et à la fois. Vous comprenez un peu la difficulté. Donc de ce côté, quand nous allons regarder, n'est-ce pas, qu'effectivement ces médicaments, lorsqu'on les donne, ça se prend comme ça, et voilà ça devient plasmatique. Et jusqu'à combien de temps? Nous essaierons de voir sur le plan scientifique cette démarche est positive et qu'effectivement on vous en rembourse. Mais lorsqu'on regarde certaines exagérations, nous ne pouvons pas en accepter. Comprenez? Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, honnêtement, je crois que de ce côté, à notre niveau, il n'y a pas assez de difficultés rencontrées par là. Mais est-ce qu'on peut avoir des surfacturations, par exemple, dans les factures médicales? Oui, effectivement, c'est possible. Comment ça peut se faire? Quand vous prenez, par exemple, la même ordonnance 2 fois dans la journée, ou bien à l'intervalle, alors que les médicaments, il y a 20, par exemple, comprimés dans la boîte que vous prenez pendant 5 jours. Et qu'aujourd'hui, vous prenez une ordonnance pour ça, et demain aussi, vous prenez la même facture pour ça. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc, les médicaments n'ont pas encore fini, vous prenez encore une autre ordonnance, nous, on suppose que ce n'est pas normal. Et là, de ce côté, je crois que s'il y a des difficultés, je crois que nous aurons raison sur le plan scientifique, ça ne peut pas s'expliquer. Donc, c'était comme ça. Oui, en parlant, vous parlez ici de la sécurité sociale. Ouais. Puisque ici, on dit que Dr Ali Assilek, chef de service santé et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Comment se manifeste le volet de la sécurité sociale? C'est-à-dire, comment se manifeste cet élan de solidarité à l'endroit des députés et du personnel de l'Assemblée nationale? Voilà, par sécurité sociale, nous entendons ici, à ce niveau, lorsque un cas de décès survient, par exemple, chez les personnels ou bien chez les députés, donc nous nous associons avec la famille du défunt pour compatir dans un premier temps avec eux. S'il s'agit de députés, le bureau de l'Assemblée s'organise pour aller compatir avec la famille du défunt. À notre niveau, au niveau du service, nous apprêtons, par exemple, la corbière au niveau de l'hôpital pour mettre à disposition des parents. S'ils le désirent, s'il s'agit, par exemple, de garder au niveau, par exemple, de la mort pendant un temps, nous traitons aussi avec le service de l'hôpital pour conserver le corps, autant que les parents puissent s'organiser pour le retirer.
Et en même temps, alors, nous demandons aussi, nous aidons les parents dans, par exemple, l'accomplissement de certaines tâches. Alors, en leur fournissant, par exemple, les certificats de cause et de genre de décès. Et cela permettrait aussi alors, aux parents d'établir, par exemple, les droits sociaux des ayants droit, quoi. Donc, et puis, bon, le bureau de l'Assemblée a toujours agi promptement en cas, par exemple, de telle nécessité, n'est-ce pas, s'il s'agit d'un député ou bien s'il s'agit d'un personnel, à assister sur le plan même financier la famille devant cette circonstance. Ça, c'est quand il s'agit d'un cas de décès. D'un cas de décès. Et d'un cas, un autre cas, par exemple, un cas d'accident. Quelle est la contribution de ces services La contribution en termes d'assistance? Donc, c'est-à-dire le suivi, par exemple, du malade jusqu'à guérison totale, voir ses incapacités, par exemple, totales et définitives, et comme ça établir ses droits sociaux auprès de l'institution. C'est-à-dire un peu plus précis, de manière plus explicite, ce que vous dites. Donc, ça veut dire que lorsque, par exemple, vous avez un accident de travail, devant un accident de travail, quand vous allez, par exemple, un produit, ainsi de suite, et que vous êtes vraiment alors victime de ceci, et que vous êtes handicapé. Donc, nous allons voir, est-ce que vraiment cet handicap peut vous amener, n'est-ce pas, à être rétabli pendant un temps, ou bien vous devez garder le lit pendant combien de temps, quel est le traitement qu'on va vraiment alors vous en donner, tout ça. Donc, tous ces aspects méritent d'être vraiment alors selon les textes qui, par exemple, l'exigent. On va essayer de vous mettre devant vos droits pour que vous n'allez pas souffrir, n'est-ce pas, d'une impiété quelque part. Oui, actualité oblige, docteur Ali Assilek. Nous traversons une pandémie, la pandémie de coronavirus, une pandémie qui, pour rappel, a fait des victimes, a semé désolation et tristesse au sein de nos populations. Et face à cette pandémie, comment l'Assemblée nationale s'est-elle prise à travers votre service pour faire face à la pandémie de coronavirus? D'abord, c'est une question vraiment d'actualité et qu'effectivement la pandémie du Covid-19 n'a pas épargné notre pays. Au niveau de l'institution, le bureau de l'Assemblée nationale rapidement, en date du 20 mars, directement a pris les choses en main et il a mis un comité de veille composé de 11 membres. Elle a une mission, il lui a assigné une mission de mettre en place les mesures barrières et de prévention et de procéder aussi à une large diffusion de cette pandémie au niveau des députés et au niveau du personnel. Après cette exigence, le comité s'est mis en place et elle a mis une stratégie. Dans un premier temps, nous avons essayé par exemple de mettre une petite équipe composée des agents de sécurité, des agents de surface et des personnels de santé au niveau des portes d'entrée. Et ce qui aiderait la fluidité de l'entrée au niveau du palais. Ils ont à leur disposition des kits de lavage de mains, des gels hydroalcooliques et aussi un thermoflash pour leur permettre de vérifier s'il y a quelque chose qui est suspect. On peut facilement, n'est-ce pas, leur faire référence. Nous sommes aussi en contact direct avec l'équipe de coordination du ministère de la Santé parce que nous avons un personnel qui était délégué de l'Assemblée auprès du ministère de la Santé. Et à chaque fois, si nous avons quelque chose qui semble un peu suspect, on le contacte, il nous envoie directement l'équipe pour essayer par exemple de regarder si le cas est positif ou négatif. En plus de cela, le comité a travaillé avec le bureau de l'Assemblée pour que le nombre de députés qui siègent à l'hémicycle là puisse être réduit, ce qui éviterait au maximum le contact dans le cadre des assises parlementaires. Et ainsi que le nombre de personnels aussi ont été réduits au 1/3,
ce qui a facilité au maximum la non-contamination d'une manière très excessive au niveau de l'hémicycle par rapport à cette pandémie. De l'autre côté, les mesures barrières ont été respectées scrupuleusement. Avec notre point focal au niveau du ministère, notre collaboration nous a permis d'avoir des kits de lavage, d'avoir aussi des savons, d'avoir aussi de l'eau de javel et des gels hydroalcooliques, ainsi que des cache-nez. Tout ça, le ministère nous a ravitaillé avec, ce qui nous a permis de distribuer à l'ensemble des élus et du personnel qui sont déjà alors retenus pour la fonctionnalité du travail. En même temps, le ministère, avec ses équipes techniques, nous a aidés à pulvériser l'ensemble des locaux. Donc, ce qui nous a permis vraiment alors d'avoir un environnement acceptable pour qu'on puisse travailler dessus. Nous avons à notre tour aussi essayé par exemple de sensibiliser l'ensemble des travailleurs parlementaires au niveau de leur bureau. On a passé bureau par bureau pour les sensibiliser, pour que à leur tour ils transcendent cette information au niveau par exemple de leurs familles respectives à la maison, et d'avoir au moins un comportement responsable vis-à-vis de cette pandémie. Et cela, ça a été par 2 fois, je crois que ce qui nous a vraiment beaucoup plus permis d'être un peu à jour jusqu'ici. Mais n'empêche que cette situation de pandémie nous a pas vraiment alors épargnés. Donc, malgré cela, nous avons perdu au moins par rapport à cette situation des élus dû à cette pandémie, quoi. À un certain moment, quand il y avait plus d'entrée, qu'est-ce que les mesures ont été concrètement prises pour ne pas réellement que les populations soient en contact avec ces députés? Bon, en fait, une fois que alors le cas est confirmé, je crois que le ministère de la Santé publique prend en charge le reste avec ses équipes techniques. Ils descendent au domicile, n'est-ce pas, de la personne atteinte, et effectivement, ils voient dans quel environnement ils vont faire des échantillons, prélever des échantillons, et effectivement mettre les gens en quarantaine, les superviser, les surveiller jusqu'à vraiment alors guérison de celui-ci ou de son décès. De ce côté, donc, la prise en charge est au niveau du ministère. Docteur, en venant par exemple ici en ville de chez vous pour l'Assemblée nationale, vous constatez certainement qu'il y a un relâchement au sein de la population dans par exemple le port de masques de protection. Est-ce que c'est aussi le même cas ici à l'Assemblée nationale? Bon, en fait, ça s'observe un peu aussi partout. C'est qu'effectivement l'homme est par nature changeant dans son environnement. Alors, jusqu'à preuve du contraire, vous allez rencontrer quand même certains individus qui vous disent que la pandémie n'existe pas. Parce qu'ils ne sont pas atteints. Même en dehors de l'Assemblée. Même en dehors de l'Assemblée, même en cité, avec les discussions dans les petits groupes, quand on échange avec les gens parfois ils ne croient pas jusqu'ici quand même à cette pandémie. Et il faut vous dire une chose, qu'effectivement le virus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux, et que pendant une certaine phase qu'on appelle la phase d'incubation, la personne ne présente pas de signes, n'est-ce pas, respiratoires aigus pour lesquels on peut compter, et il faut obligatoirement, n'est-ce pas, prendre en charge l'individu. C'est pendant cette phase-là qui est la phase la plus dangereuse. On peut se mettre en contact avec une personne qu'on pense saine, alors qu'elle est encore porteur saine. Et qu'en ce moment-là, quand vous êtes en contact, il va vous contaminer sans vous rendre compte. Et c'est comme ça que le virus va devoir se multiplier. Donc, nous pensons qu'effectivement, ces mesures barrières, présentement, sont la seule, par exemple, issue sur lesquelles il fallait compter, et que chacun de nous est responsable. Chacun de nous est responsable devant sa famille, devant sa communauté et devant ses voisins, pour qu'effectivement, en respectant cela, on allait éviter, par exemple, les contaminations de manière incontrôlée, et qu'effectivement, nous allons sauver des vies. La grande problématique, par exemple, de cette pandémie, c'est qu'effectivement, les gens qui auront trop de complications, c'est que les gens qui ont des maladies, par exemple,
émergentes non transmissibles, qu'on appelle. Les gens qui ont des problèmes de diabète, les gens qui ont des problèmes rénaux, les gens qui ont des problèmes, par exemple, de cardiopathie, ainsi de suite. Et ce genre de problématiques-là, si quelqu'un est victime, il est déjà par nature vulnérable et qu'effectivement, dès que le virus se met en contact dans ce système et qu'effectivement, il le détruit rapidement et il l'emporte aussi facilement. Votre message de fin? Mon message de fin, c'est que sans les mesures barrières, nous ne pouvons pas encore jusqu'ici dire aux gens de prendre par exemple tel vaccin ou tel autre qui n'existe pas encore sur le marché de l'emploi et qu'effectivement les seules par exemple mesures barrières là qui vont nous aider, n'est-ce pas? C'est le message je le porte à toute la population tchadienne, que chacun soit responsable devant par exemple sa famille, devant ses voisins et devant sa communauté. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et c'est sur ces sages et utiles conseils du docteur Ali Assilek que se referme cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous venons de recevoir sur ce plateau docteur Ali Assilek. Il est chef de service de santé et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you.